Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Merci de nous rejoindre dans cette émission, une émission qui reçoit aujourd'hui un acteur politique qui nous vient du Bénin. Il est journaliste de profession et acteur politique aujourd'hui. Il est le président du Parti pour la libération du peuple. Monsieur Léonce Ouroumbadi est notre invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, Monsieur Boton, pour l'invitation aussi. Comment se porte votre pays, le Bénin, aujourd'hui? Le Bénin, aujourd'hui, se porte très mal. Et vous savez qu'il y a eu la transition à la tête du pays le 6 avril 2016. Et bientôt 14 mois, le Bénin coule. Et nous estimons qu'il y a lieu de prendre les mesures qui s'imposent pour sortir le pays de sa situation actuelle. Vous dites que le Bénin coule et pourtant on a cité le Bénin comme un pays quand même qui a des atouts particuliers. On parle de terre d'hospitalité, on parle de quartier latin d'Afrique, on parle de laboratoire de démocratie. Mais est-ce que le Bénin tient toujours ce prestige qu'on lui connaissait? Bien évidemment que non, parce qu'aujourd'hui c'est avec beaucoup d'amertume que je vous rappelle que le Bénin aujourd'hui n'a plus cette notoriété qu'il avait par le passé, parce qu'en 14 mois de gouvernance, M. Patrice Talon a tué notre démocratie, a tué toutes les institutions de la République et a tué les libertés publiques, les libertés démocratiques. Donc pour nous aujourd'hui, le Bénin ne doit plus être fier au niveau de la sous-région d'être un pays démocratique. Vous dites depuis 14 mois et pourtant certains observateurs estiment que le fossé a commencé il y a bien longtemps. Même le président Talon, en accédant au pouvoir, a parlé de désert de compétences. Est-ce que ce n'est pas vrai quelque part? Mais le désert de compétences, aujourd'hui, on l'observe au sein de son gouvernement, au sein de son régime, au sein de son équipe. Donc le problème n'est pas là. Tout ce que les Béninois lui demandent, c'est de se mettre au travail, parce que nous constatons aujourd'hui que depuis 13 mois, bientôt 14 mois qu'il est à la tête du pays, c'est du folklore, il n'y a rien de concret qui puisse permettre d'améliorer les conditions de vie et de travail des Béninois. Mais quel bilan dressez-vous de ces actions alors? Il n'y a même pas de bilan à présenter, parce qu'en 14 mois... Ne soyez pas de mauvaise foi. Non, ce n'est pas affaire de mauvaise foi, parce que je suis un patriote, j'aime mon pays. Donc en 14 mois, je suis au regret de vous dire, et vous pouvez le constater également sur le terrain, que le gouvernement en place au Bénin n'a même pas construit une seule école, même pas un seul centre de santé, même pas un seul kilomètre de route. Par conséquent, on ne peut rien mettre à son actif. Vous pensez que cela est possible en 13 mois seulement de gouvernance? En 13 mois de gouvernance, gouverner, c'est prévoir. Le financement de projets? Monsieur Boton, gouverner, c'est prévoir. Si en 14 mois, un gouvernement est incapable, en 14 mois, d'améliorer les conditions de vie et de travail des Béninois, ce gouvernement, il démissionne, il n'a pas sa raison d'être. Mais vous attendiez à quoi concrètement? Qu'est-ce qu'il aurait pu faire concrètement pour que vous voyez que, bon, maintenant, ce monsieur, il est en train vraiment d'améliorer le quotidien des Béninois? Il y a eu des acquis. Oui. Sur le plan social, sur le plan politique, notamment, il y a eu des acquis. Mais lorsqu'il a accédé au pouvoir, plutôt que de se mettre au travail pour améliorer ce qui n'allait pas et faire ce qui est apporté du nouveau dans le cadre de la gouvernance du pays, le constat que les Béninois ont eu à faire, en 13-14 mois, il s'est mis à traquer les pauvres. Au lieu de lutter contre la pauvreté... Traquer les pauvres, est-ce que ce n'est pas des incantations? En quoi c'est des... Vous prenez les opérations de déguerpissement sauvage. Ce ne fut pas du tout normal, on a averti les gens. Quel avertissement? Ils avaient à prendre les dispositions. Aucun avertissement. Il y a eu une sorte de campagne à la télé, mais celui qui s'est installé depuis 30 ans, celui qui vend la bonne dame, qui vend de la bouillie depuis 30 ans. Et c'est ça qui lui permet de payer la scolarité de ses enfants, de nourrir son mari, ses enfants, de garder son foyer, de se sécuriser, de s'entretenir. Mais qu'est-ce que vous mettez en cause? La méthode ou la décision elle-même? Non, la décision elle-même n'est même pas à remettre en cause en tant que telle, c'est la méthode. Parce que ces bonnes dames, ces petits commerçants qui se sont installés, mais ils payent des patentes, ils payent des taxes aux mairies, ils payent des taxes à l'État. Et ils ont emprunté de l'argent au niveau des banques, au niveau des institutions de microfinance. Comment ils vont rembourser? Aujourd'hui, comment aurait-on pu mettre fin à cette occupation anarchique? Oui, il fallait avoir des solutions alternatives. Lorsque vous dégagez les gens sur les places publiques, au bord des voies publiques et autres, il faut prévoir là où il faut les installer. Donc, il ne faut pas mettre la charrue devant les bœufs. C'est ça que le gouvernement... Donc, selon vous, il fallait prévoir les endroits de relocalisation avant de faire le déguerpissement. Afin de faire des dégâts et sensibiliser suffisamment les gens avant de mettre en œuvre l'opération. Et aussi, lorsqu'on casse les gens, parce qu'on nous avait dit qu'il y avait un projet en cours, mais jusqu'à aujourd'hui, ce projet, on ne voit rien. Donc, le constat que vous allez faire aujourd'hui, si vous allez encore à Cotonou, au Bénin, vous allez voir que là où on a cassé les gens,
Aujourd'hui, les gens ont encore regagné les places. Ça, c'est de l'incivisme, par contre. Mais vous n'avez pas prévu là où les gens vont La mairie de Cotonou essaye de faire ce qu'elle peut, mais vous n'avez pas prévu là où vous allez les reloger et vous les détruisez alors que vous savez que nous sommes un pays par rapport au Nigeria, c'est des petits commerces et autres. Mais là, les gens vont s'installer comment? Ils vont manger comment? Et c'est en cela que nous estimons que M. Patrice Talon est venu pour écraser les pauvres. Sur un autre aspect, on a constaté que les députés ont donné un refus quand même catégorique à un projet très cher au président Patrice Talon, c'est le projet de la révision de la Constitution. Comment est-ce que vous avez accueilli cette nouvelle? Non, nous avons été, vous le savez très bien, un acteur de premier plan dans le cadre de la lutte que nous avions mené contre ce projet de la révision, parce que personne n'est contre la révision de la Constitution béninoise. Nous sommes tous d'accord. Après 27 ans de pratique démocratique, nous sommes tous d'accord que nous devons nous mettre ensemble. Mais ce que nous avons reproché au projet, ce n'est même pas par rapport au fond, mais au niveau de la forme. Nous estimons que notre Constitution a été élaborée, adoptée sur la base d'un large consensus. Il y avait de la transparence autour. Donc nous estimons aujourd'hui que si on doit la toucher, il faut la toucher dans les mêmes conditions, le consensus. Maintenant, est-ce que le moment est opportun de toucher à la révision de la Constitution, de toucher à notre Constitution, à notre loi fondamentale? Nous estimons que non, parce que les Béninois ne mangent pas. Ils ont faim. Mais ça, on le ressasse depuis des années. Non, pas depuis. Mais quand est-ce que vous estimerez que les Béninois mangent à leur faim? Aujourd'hui, les Béninois sont devenus plus pauvres qu'il y a 2 ans en arrière. Quel est le lien entre la pauvreté et la révision de la Constitution? Parce qu'il y a un certain nombre de dispositions quand même pour asseoir une économie durable dans le pays. Il faut, avant de réviser la Constitution, il y a les conditions à réunir. Aujourd'hui, ces conditions ne sont pas réunies. Et il faut tenir compte du... Et quand vous parlez de conditions, quand je vois des d'éminents juristes qu'on a mis ensemble, même des gens qui ne sont pas totalement du bord de M. Patrice Talon, qu'on a mis ensemble pour faire une proposition de quoi toucher, quoi retoucher, qu'est-ce qu'il faut modifier, quelles conditions voulez-vous encore? Mais vous avez eu le retour par rapport à cette fameuse commission Diogbenou, où on a dilapidé des fonds publics, on a donné 10 millions de francs CFA. À chaque membre, je crois qu'ils sont 35 ou une quarantaine. Vous imaginez ce qu'on peut faire avec cet argent? Et on a dilapidé les fonds publics. Ils ont fait un travail, ils méritaient ce salaire. Mais il n'y a pas été, il n'y a pas eu de consensus. On peut ne pas s'entendre sur le montant. Il n'y a pas eu de consensus parce que dans le rapport final, le rapport qui a été présenté, entre ce qui a été retenu au sein de la commission, vous avez vu, lorsque le projet a été envoyé à l'Assemblée nationale, vous avez vu qu'il y a plusieurs membres au sein de cette commission qui sont montés au créneau pour dénoncer ce rapport-là. C'est vrai qu'il n'y avait pas consensus par rapport au rapport qui a été présenté, mais c'était de l'arbitrage du président de la République maintenant de pouvoir intégrer, de savoir quelles sont les zones d'ombre, quels sont les points de divergence entre les uns et les autres. C'est ce qui s'est passé, non? Oui, mais le projet qu'il a déposé à l'Assemblée nationale, c'est un projet qui est taillé sur mesure. C'est un projet qui le ressemble, c'est un projet qui le protège son clan, protège son entourage immédiat. Et les Béninois ne se retrouvent pas dans ce projet-là. Ce projet ne défend pas l'intérêt général. La lutte contre l'impunité. Quelle impunité? À travers ce projet-là. Il lutte contre l'impunité comment? Il ne fait rien dans ce sens-là. Depuis qu'il est là, il y a plus de crimes économiques. Depuis qu'il est là, il y a plus d'impunité, plus de corruption, plus de malgouvernance. Mais est-ce que vous savez que certains bailleurs de fonds estiment que le Bénin doit avoir une Cour des comptes constitutionnalisée avant de pouvoir continuer par injecter de l'argent dans le pays? Le président Yahi Boni avait entamé la même chose en ce temps. Mais quelque part, il va falloir qu'on y aille, non? Parce que le président Kékoué a voulu réviser la Constitution, il n'y est pas arrivé. Le président Yahi Boni, il n'y est pas arrivé. Le président Talon, impossible non plus. Il va falloir qu'on le reconnaisse quand même qu'il y a des insuffisances de ce projet. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Personne n'est contre. En plus même de la création de la Cour des comptes, il faut quand même qu'on appelle mettre l'imprescriptibilité des crimes économiques et bien d'autres dispositions qui manquent aujourd'hui à notre Constitution. Ce débat, il n'y a même pas à faire. Nous sommes d'accord qu'à un moment donné, nous devons nous mettre ensemble. Mais est-ce que les conditions aujourd'hui sont réunies? Donc vous estimez que ce projet-là, il était opportuniste? C'est un projet opportuniste qui ne ressemble qu'au président de la République, qui ne ressemble pas au peuple béninois parce que ça dépend, comme je le disais tout à l'heure, ce projet ne prend pas en compte l'intérêt général, ça ne prend qu'en compte que l'intérêt personnel, individuel du chef de l'État et son entourage. Et nous avons dit que nous allons le combattre par tous les moyens parce qu'il avait dit récemment qu'il allait revenir là-dessus. Même s'il a la majorité au niveau de l'Assemblée nationale, nous allons passer par tous les moyens légaux pour empêcher l'adoption de ce projet. Vous parlez de déguerpissement. Est-ce que c'est ce revers qu'a essuyé le président de la République à travers le projet de révision de la Constitution? Est-ce que les députés ont voulu sanctionner le président de la République parce qu'il aurait déguerpi de manière anarchique les occupants illégaux? Non, vous savez, dans la période, vous savez, nous avons affaire à un gouvernement qui donne dans l'autocratie,
qui donne dans l'intoxication, la désinformation, la manipulation. Qu'est-ce que vous appelez l'intoxication? C'est à cela que j'en viens. Au moment où le projet avait été agité, envoyé à l'Assemblée nationale, c'est dans la même période qu'ils ont commencé par chasser les Béninois, qu'ils ont commencé par mener l'opération de déguerpissement. Donc c'était pour détourner l'attention des Béninois afin de faire voter ce projet-là en catimini. Donc c'était ça l'objectif. Les députés qui votent, mais ils ont envoyé les députés, on a utilisé l'argent public, parce que chaque député a reçu 5 millions de francs CFA. Vous ne pouvez pas le prouver, ils l'ont dit, eux-mêmes, ils l'ont dit, et même à l'Assemblée nationale, la doyenne d'âge, Mme Rosine Vieira-Soglo et d'autres députés ont reconnu avoir pris de l'argent pour voter en faveur de ce projet-là. Et les députés ont été envoyés sur le terrain pour sensibiliser les populations sur le projet. Vous avez vu le retour. Les populations ont rejeté ce projet. Elles ont estimé que la priorité de l'heure, c'est d'abord leur quotidien. Il faut que le chef de l'État s'occupe d'abord de leur quotidien. Donc si les députés doivent tenir compte de l'aspiration profonde des Béninois à la base, c'est que ce projet n'allait même pas être inscrit à l'ordre du jour à l'Assemblée nationale. Monsieur Léonce Mbadi, vous et votre parti, vous avez beaucoup brillé par un certain nombre de communiqués ces derniers temps. Et vous avez dénoncé pas mal d'aspects, notamment les conflits d'intérêts, les gré à gré, le népotisme. Est-ce que tout cela est fondé? C'est ce que nous allons voir dans la suite de cette émission. Pour l'instant, nous marquons une pause, chers téléspectateurs. Ne partez surtout pas. On vous revient dans quelques instants.